RCF. L'invité du 11-13, Arnaud Vasmer sur RCF Alpha. Stéphane Eas, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences habilité à diriger des recherches en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université Rennes 2. Vous étiez venu nous voir il y a quelques semaines déjà pour un gros livre collectif Sport, genre et vulnérabilité au XXe siècle. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour un autre livre collectif puisque vous êtes un homme qui aimait travailler à plusieurs. Vous avez donc co-dirigé avec Christophe Dargère aux éditions de l'Harmattan sous le titre « Les porteurs de stigmates entre expériences intimes, contraintes institutionnelles et expression collective ». Alors je voudrais d'abord que vous nous expliquiez, Stéphane Eas, ce que vous entendez, vous, par le mot stigmate, puisque c'est un mot que l'on peut entendre différemment, qui a évidemment une dimension religieuse, christique, qui a aussi une dimension sociale, qui a une dimension médicale. Le stigmate, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Alors, effectivement, au-delà de l'acception religieuse, il y a eu une construction conceptuelle par un auteur que vous connaissez tous, qui s'appelle Erving Goffman, qui a travaillé sur la condition des malades mentaux. C'était il y a 50 ans maintenant. Et donc, qui a considéré une approche interactionniste, ce qu'on appelle une approche interactionniste. Donc, il a essayé de travailler sur le couple stigmatisé-stigmatisant. Donc, les personnes qui stigmatisent, les personnes qui sont stigmatisées, en montrant la dynamique qui s'opérait. Et donc, une personne stigmatisée pouvait tout à fait être stigmatisante elle aussi, et voir un stigmatisant lui-même devenir stigmatisé. Donc il a montré vraiment cette dynamique et cette non-permanence par rapport justement à l'origine étymologique ou sémiologique du mot, la marque sur le corps. Il a montré que le stigmate pouvait être autre chose qu'une marque sur le corps. Il pouvait effectivement s'arc-bouter sur une marque sur le corps, mais pas simplement. Et on en parlait en off tout à l'heure, effectivement, la maladie psychique, le trouble psychique est assez caractéristique de cette démarche un peu dynamique, enfin complètement dynamique, sur cette négociation entre justement un individu et son environnement, et ses proches, et les personnes qui l'entourent, qui parfois l'encadrent. Puisque bien sûr, Goffman a terminé son travail en montrant qu'il y avait une institutionnalisation du stigmate, qu'il y avait donc des institutions qui étaient là pour gérer ces stigmates. Pour enfermer, alors à tous les sens du terme, parce que pendant très très longtemps, effectivement, toutes les psychoses faisant peur à la société, on préfère qu'elles soient enfermées, surtout dans une société comme la nôtre aujourd'hui, qui est devenue ultra sécuritaire, mais qui enferme aussi dans des représentations et qui font qu'effectivement certains stigmatisés ont intégré ce stigmate et ça a défini leur identité différente, marginale par rapport aux autres. Complètement. Ce qui fait le lien avec le précédent ouvrage d'ailleurs, puisqu'effectivement il y a une situation de vulnérabilisation par le fait même d'intégrer ce stigmate. Alors cette auto-stigmatisation ou autodiscrimination, c'est pas tout à fait la même chose, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Le fait de se dénigrer soi-même, d'avoir une sorte d'altération de son estime de soi est malheureusement courante encore actuellement dans plein de situations, dans plein de contextes. C'est ce qu'on a voulu montrer modestement dans cet ouvrage, puisque c'est une sorte de... Certaines des personnes qui critiquent un peu le travail que je peux faire considèrent que je mélange tout et n'importe quoi. Et justement, c'est cette idée de kaléidoscope, de différents terrains, des personnes stigmatisées, mais aussi on a travaillé avec des chercheurs confirmés, des chercheurs débutants, et des responsables aussi d'associations, des responsables aussi qui tendent à mobiliser, à nous sensibiliser pour limiter un petit peu les situations stigmatisantes. Donc voilà, j'aime bien moi travailler avec différents types d'acteurs sociaux et ne pas rester dans ma tour d'ivoire ou me circonscrire à une spécialité qu'on aimerait bien me voir mobiliser tout le temps, coûte que coûte. Donc là, il y a vraiment des gens avec qui j'ai travaillé très ponctuellement, avec qui peut-être je ne travaillerai plus jamais, et qui ne sont pas du tout dans ma spécialité sciences du sport. Même Parce que c'est vrai que vous l'avez dit, moi je vous pose pas la question sous forme de reproche, mais c'est vrai que c'est surprenant quand on lit le livre de voir cette grande diversité de cas, puisque ça va la maladie mentale à une mère qui raconte son enfant autiste, mais ça va aussi sur les gueules cassées de la Première Guerre mondiale ou à une jeune fille qui a été brûlée à l'acide au Pakistan, à Islamabad. Qu'est-ce qui pour vous fait le lien entre toutes ces histoires qui sont très très différentes et tous ces rapports au monde et à son identité aussi qui sont différents? Mais la souffrance en fait, donc le fait de souffrir d'une situation qui dans tous les modèles, enfin les modèles les plus récents qui dominent en l'école la question du handicap au sens général du terme, il y a bien une production du handicap, il y a une production du stigmate, et si on est dans un contexte qui est un peu plus favorable, un peu plus bienveillant, plus accueillant, eh bien, un stigmate peut tout à fait être limité, voire
quasiment disparaître. Donc ça dépend vraiment d'un contexte. Et bon, en tant que sociologue, bien sûr, c'est ce qui m'intéresse. Donc si on varie les contextes et on varie les expériences, eh bien on améliore notre connaissance en fait du processus multifacette de stigmatisation. Et qui évolue, effectivement, vous l'avez dit, parce que c'est ça que vous voulez montrer dans ce livre, c'est Complètement. qu'on n'est pas enfermé dans un stigmate à vie, c'est pas une case dans laquelle on ne peut plus sortir. Non. Hein. On évolue, on apprend à vivre Voilà. avec, on apprend à vivre contre. Mais c'est vrai que les catégorisations, le phénomène de catégorisation, on en avait parlé avec François Leyon de l'autre fois sur le livre, est particulièrement fort. Et une fois qu'on est classé, donc mis à l'écart, difficile quand même d'en sortir. Mais il y a des possibilités. Il y a quand même dans ce livre des gens qui sont responsables d'associations, par exemple, qui ont organisé des événements. Par exemple, je pense à la Coupe du Monde des sans-abri, où on a bien vu que alors, le but du jeu, c'est pas forcément de sortir les gens de la rue, mais de les remobiliser différemment à partir d'une activité de loisir, d'une activité de groupe, en fait, d'un lien social, d'un lien humain, d'une reconnaissance humaine de base, j'allais dire. Mais justement, les personnes stigmatisées, le plus souvent, souffrent de cette reconnaissance de base. Pour elle et par rapport aux autres, parce que vous avez cité effectivement ces Coupes du Monde des sans-abri, mais je crois que l'article d'après, c'est autour du handicap, où la personne qui raconte dit que finalement, chez les enfants, ça se passe relativement bien, malgré, enfin, je caricature un petit peu, mais évidemment, ça se passe mieux en tous les cas à l'âge des enfants, qui sont plus intégrés, ils sont plus en lien avec les autres qu'à l'âge adulte, ou cette jeune fille au Pakistan qui, par son travail, par son caractère aussi qu'elle avait à la base, parce que c'est une fille qui est très déterminée, a réussi à vivre avec ce nouveau visage et en même temps à changer, à tenter de changer le regard des autres. Hein. Alors effectivement, de toute façon, les situations sont très différentes. Je sais pas, au Pakistan, dans le Pendjab, là, il y a quand même il y a un féodalisme, hein. Il y a des seigneurs, il y a des vassaux. Donc là, on est vraiment hors démocratie, entre guillemets, même si sans doute les Indiens bondirait s'il m'entendait dire ça, mais enfin, en tous les cas, il y a un pouvoir, pas de vie et de mort, mais un pouvoir quand même très important d'individus, d'un seigneur sur ces sujets, on ne peut pas le dire autrement. Alors, je ne sais pas si on peut le caractériser d'un point de vue de personnalité ou pas, mais en tous les cas, cette jeune indienne a souffert comme d'autres, elle continue à souffrir d'ailleurs, hein, et par contre, elle a réussi à revenir dans son village. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, puisqu'elle était exclue de son village. Elle était une paria. Hein, et donc, il y avait un mixte de tabous entre... Parce qu'en fait, ce qu'on considère, on vitriole les filles parce qu'elles sont considérées comme trop attirantes. Donc, il y a un tabou de la sexualité très important. Et donc, on fait payer à la victime le fait même ce qui, bien sûr, c'est pas une provocation, mais le fait même d'attirer le regard. Alors, du coup, après, elles attirent le regard, mais en repoussant le regard par le visage déformé, puisque là, en l'occurrence, elle a perdu un œil. Toute une partie de son visage est encore très, très fortement marquée. Il sera marqué à vie. Ouais. Mais elle a réussi à reconstruire sa vie, son corps. Et à regagner de la fierté, donc à réintégrer le village. Et être même accueillie par son seigneur, ce qui est impossible dans sa caste. Il lui parlerait même pas, il la regarderait même pas. Et là, maintenant, il a un peu peur parce qu'il y a un contre-pouvoir qui se met en place. C'est ça qui est intéressant dans les responsables d'associations, par exemple, là, les porte-paroles, que ce soit des autistes ou d'autres populations, des minorités sexuelles, par exemple, c'est le fait qu'il y a vraiment une réaction possible, une mobilisation possible, et donc une redynamisation sur de nouvelles bases et un peu bienveillante, on va dire, un peu moins excluante. Et donc moins victimaire aussi, parce que c'est ça peut-être qui transparaît de tous les témoignages de ce livre, c'est sortir de la victimisation de sa situation. Alors vous savez que c'est très compliqué actuellement de sortir de la victimisation, puisqu'il y a la norme ambiante, c'est l'autonomie. On doit tous être autonomes. Donc si tu n'as pas de chance dans ta vie, eh bien, c'est de ta faute. Et donc cette injonction à l'autonomie diffuse tellement fortement qu'il est très difficile pour une personne stigmatisée de se remobiliser différemment que dans cette exigence d'autonomie. Or, il y a des situations où on a été particulièrement fortement stigmatisé, où il n'est pas facile de s'en sortir seul, même avec ses proches qui vous rejettent, etc. Donc, il faut quand même qu'il y ait un système autour, une organisation particulière pour permettre au moins temporairement à certaines personnes, certains groupes de refaire surface. Quelle était la question que vous étiez posée à l'origine de ce livre ? Justement, comment est-ce qu'on pouvait rebondir ? Qui peut rebondir ? Et quelles sont les conditions du rebond en fait ? Alors, c'est très varié, donc on est ravis en fait d'avoir pu avoir un panel très différent. Il y a aussi des personnes qui ont découvert que
avec des proches qui étaient stigmatisés, elles étaient elles-mêmes par diffusion stigmatisées, voire même qu'elles ont... par exemple, je pense à la maman là, s'est découverte, elle aussi, Asperger, ça dépend comment on le prononce, donc qui avait dissimulé, qui n'avait pas accepté en fait cette catégorie et qui à un moment donné s'est rendu compte que cette catégorie de malades là particulière pouvait être positive et pouvait être positivée en tous les cas. Et d'ailleurs maintenant elle a créé une association très dynamique et qui a de plus en plus d'écho auprès des pouvoirs politiques, des pouvoirs actuels notamment. Et donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant en termes de mobilisation. Maintenant à l'école, un autiste on ne le regarde plus de la même manière. Mais si vous rencontrez, vous écoutez des professeurs des écoles autour de vous, vous verrez qu'on est confronté quand même majoritairement, ils sont confrontés à des populations qui ne savent pas gérer, qui ne comprennent pas, qui sont considérés, qui sont étiquetés différemment, soit hyperactifs, soit isolés, limite troubles autistiques, etc. Et donc là, il y a encore un gros travail, un gros chantier pour faire accepter dans des institutions comme l'école publique ou privée, d'ailleurs, ces populations à besoins particuliers. C'est un peu maintenant l'expression politiquement correcte, population à besoins particuliers, effectivement, mais sauf qu'on est tous des populations à besoins particuliers. Mais que certaines institutions, parce que vous avez parlé de l'école, mais il y a aussi certains centres médicaux ou paramédicaux qui effectivement enferment dans la stigmatisation. Oui, mais c'est leur job, entre guillemets, pas d'enfermer, mais de gérer ça au mieux. Et puis, du coup, ils peuvent aussi accroître la stigmatisation. Oui, mais je ne suis pas à leur place. Vous savez, en tant que chercheur, c'est toujours un peu plus facile parce qu'on est toujours extérieur, on n'est pas responsable de ces populations-là. Mais quand vous avez à gérer, je ne sais pas, je viens de faire un compte-rendu d'un ouvrage sur les personnes qui sont sous tutelle ou curatelle. On n'est pas à leur place et le but du jeu c'est pas d'être à sa place, même s'il s'agit d'être empathique, mais prendre en compte toutes les subtilités des situations et aussi les volontés des personnes de parfois de ne pas en sortir si facilement, pas si aisément. Si on pense à la personne, comme il y a quand même des situations ubuesques. Là, l'étudiant en théologie, là, il est quand même... il doit taire le fait qu'il a sa licence, parce que si jamais il veut rentrer en master et faire un stage, eh bien, il risque de perdre les allocations adultes handicapés qu'il bénéficie. Là, on marche sur la tête, quoi. C'est vrai que... et surtout, le problème, c'est qu'il a été catégorisé à un moment de telle façon et il n'a jamais vu de psychiatre depuis des années et personne ne reconsidère sa situation qui a énormément évolué. Il était mutique, il ne parlait pas, il n'avait aucune activité. Maintenant, il travaille même dans des radios et donc il est très actif auprès des malades et d'autres malades, d'ailleurs pas de sa pathologie. Et moi, je trouve qu'il donne des leçons à tout le monde. Et donc, il devrait avoir une place normal en fait, et donc pas qu'on lui sabre comment j'allais dire, ses ressources financières. Il y a bien d'autres étudiants qui ont des allocations de thèse qui la méritent beaucoup moins que lui, si je suis un peu provocateur. Stéphanéas, est-ce que c'est un livre que vous avez soit voulu à l'origine, soit qui s'est présenté comme ça dans le fil du travail avec tous ceux qui y ont participé, comme un livre ancré dans une époque très très particulière, puisque le regard change sur les stigmatisations. La loi, notamment en stigmatisation, discrimination aussi, même si elle n'est pas toujours appliquée, a aussi évolué, et même s'il y a un discours aussi qui vient un peu contre la loi, qui enferme aussi dans un discours discriminatoire ou stigmatisant. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un livre qui souligne une époque? Oui, alors c'est d'ailleurs pour ça que j'ai travaillé avec plaisir avec Christophe Darger. Je suis désolé d'ailleurs de ne pas lui avoir proposé, mais effectivement vous pourrez l'inviter, il sera content parce que lui il a une double facette, c'est qu'il travaille sur le présent en tant que sociologue et sa passion c'est la guerre 14-18. Donc il travaille aussi il y a un siècle, sur des situations d'il y a un siècle. Donc il serait mieux à même de vous répondre. Effectivement, les contextes évoluent. Et d'ailleurs, il n'y a que ça qui nous intéresse quasiment. C'est essayer de comprendre les contextes pour ne pas juger justement et les stigmatisants et les personnes stigmatisées. Donc voilà, on se borne à ça, c'est déjà complexe. Alors je tiens aussi à signaler que c'est un premier tome, parce que le deuxième tome est déjà finalisé. Il sera publié dans 1 an maintenant chez un autre éditeur avec de très belles plumes et il y aura aussi des surprises. Bon, en attendant, on peut donc découvrir ce livre, Les porteurs de stigmates. Il est paru aux éditions de l'Harmattan et vous l'avez donc co-dirigé avec Christophe Darger. Stéphanéas, merci d'être venu nous en parler. Merci à vous Arnaud. Et on peut retrouver cet entretien en podcast sur notre site rcf-alpha.com ainsi que les 3 entretiens que nous avons réalisés la dernière fois avec votre complice François Leyondre. Merci à vous. Leyondre. Merci à vous. Leyondre.